Lorsque dans les années 1960, le colonialisme français, traqué de toutes parts, déconfit à bien fou, en prise à des difficultés énormes en Algérie, fut contraint, tirant ainsi leçon de ses défaites, d'octroyer à notre pays la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Cela a été salué positivement par notre peuple qui n'était pas resté impassible, mais développait des luttes de résistance appropriées. Cette fuite en avant de l'impérialisme colonialiste français constitua pour le peuple une victoire sur les forces d'oppression et d'exploitation étrangères. Du point de vue des masses populaires, ce fut une réforme démocratique. Tandis que du point de vue de l'impérialisme, ce fut une mutation opérée dans les formes de la domination et de l'exploitation de notre peuple. Cette mutation a abouti cependant à une redisposition des classes et couches sociales et à l'établissement de nouvelles classes. En alliance avec les forces rétrogrades de la société traditionnelle, la petite bourgeoisie intellectuelle de l'époque, dans un mépris total des classes fondamentales qui lui avaient servi de tremplin pour son accession au pouvoir, entreprit d'organiser des fondements politiques et économiques des nouvelles formes de la domination et de l'exploitation impérialiste. La crainte que la lutte des masses populaires ne se radicalise et ne débouche sur une solution véritablement révolutionnaire est à la base du choix opéré par l'impérialisme et qui consiste à exercer dorénavant sa mainmise sur notre pays, à perpétuer l'exploitation de notre peuple par des nationaux interposés. Les nationaux voltaïques allaient prendre le relais de la domination et de l'exploitation étrangère. Toute l'organisation de la société néocoloniale reviendra à une simple opération de substitution dans les formes. Dans leur essence, la société néocoloniale et la société coloniale ne diffèrent en rien. Ainsi, à l'administration coloniale, on a vu se substituer une administration néocoloniale identique sous tous les rapports à la première. À l'armée coloniale se substitue une armée néocoloniale avec les mêmes attributs, les mêmes fonctions et le même rôle de gardien des intérêts de l'impérialisme et de ceux de ses alliés nationaux. À l'école coloniale se substitue une école néocoloniale qui poursuit les mêmes buts d'aliénation des enfants de notre pays et de reproduction d'une société essentiellement au service des intérêts impérialistes, accessoirement au service des valets et alliés locaux de l'impérialisme. Les nationaux voltaïques entreprirent avec l'appui et la bénédiction de l'impérialisme d'organiser le pillage systématique de notre pays. Des miettes de ce pillage leur retombent. Ils se transforment petit à petit en une bourgeoisie véritablement parasitaire, ne sachant plus retenir leurs appétits voraces. Mus par leurs seuls intérêts égoïstes, ils ne reculeront désormais plus devant les moyens les plus malhonnêtes, développant à grande échelle la corruption, le détournement des deniers et de la chose publique, les trafics d'influence et la spéculation immobilière, pratiquant le favoritisme et le népotisme. Ainsi s'expliquent toutes les richesses matérielles et financières qu'ils ont pu accumuler sur le dos du peuple travailleur. Et non contents de vivre sur les rentes fabuleuses qu'ils tirent de l'exploitation éhontée de leurs biens mal acquis, ils jouent des pieds et des mains pour s'accaparer des responsabilités politiques qui leur permettront d'utiliser l'appareil étatique au profit de leur exploitation et de leur gabegie. Une année entière ne se passe pas sans qu'ils se payent de grasses vacances à l'étranger. Leurs enfants désertent les écoles du pays pour un enseignement de prestige dans d'autres pays. À la moindre petite maladie, tous les moyens de l'État sont mobilisés pour leur assurer des soins coûteux dans les hôpitaux de luxe des pays étrangers. Tout cela se déroule sous les yeux d'un peuple voltaïque, laborieux, courageux et honnête, mais qui croupit dans la misère la plus crasse. Si pour la minorité des riches, la Haute-Volta constitue un paradis, pour cette majorité que constitue le peuple, elle est un enfer à peine supportable.
dans cette grande majorité, les salariés. Malgré le fait qu'ils sont assurés d'un revenu régulier, subissent contraintes et pièges de la société de consommation du capitalisme. Tout leur salaire se voit consommé avant même qu'il n'ait été touché. Et le cercle vicieux se poursuit sans fin, sans aucune perspective de rupture. Au sein de leurs syndicats respectifs, les salariés engagent des luttes revendicatives pour l'amélioration de leurs conditions de vie. L'ampleur de ces luttes contraint quelquefois les pouvoirs néocoloniaux en place à lâcher du lest. Mais ils ne donnent d'une main que pour récupérer aussitôt de l'autre. Ainsi, on annonce avec grand tapage une augmentation de 10% sur les salaires pour immédiatement prendre des mesures d'imposition qui annulent les effets bénéfiques attendus de la première mesure. Les travailleurs, après 5, 6, 7 mois, finissent toujours par se rendre compte de la supercherie et se mobilisent pour de nouvelles luttes. 7 mois, c'est plus qu'il ne faut aux réactionnaires au pouvoir pour reprendre du souffle et élaborer d'autres stratagèmes. Dans cette lutte sans fin, le travailleur en sort toujours perdant. Au sein de cette grande majorité, il y a ces damnés de la terre, ces paysans que l'on exproprie, que l'on spolie, que l'on moleste, que l'on emprisonne, que l'on bafoue et que l'on humilie chaque jour et qui cependant sont de ceux dont le travail est créateur de richesses. C'est par leur activité productive que l'économie du pays se maintient malgré sa fragilité. C'est de leur travail que se sucrent tous ces nationaux pour qui la Haute-Volta est un Eldorado. Et pourtant, ce sont eux qui souffrent le plus du manque des structures d'infrastructures routières, du manque des structures et d'encadrement sanitaire. Ce sont ces paysans, créateurs de richesses nationales, qui souffrent le plus du manque des écoles et de fournitures. Ce sont leurs enfants qui vont grossir les rangs des chômeurs après un passage éclair sur les bancs des écoles mal adaptées aux réalités de ce pays. C'est parmi eux que le taux de l'analphabétisme est le plus élevé, 98%. Ceux qui ont besoin de plus de savoir pour que leur travail productif puisse s'améliorer en rendement, c'est encore ceux-là qui profitent le moins des investissements dans le domaine de la santé, de l'éducation et de la technologie. La jeunesse paysanne, qui a la même disposition d'esprit que toute la jeunesse, c'est-à-dire plus sensible à l'injustice sociale et favorable au progrès, en arrive dans un sentiment de révolte à déserter nos campagnes, les privant ainsi de ces éléments les plus dynamiques. Le premier réflexe pousse cette jeunesse dans les grands centres urbains qui sont Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Là, ils espèrent trouver un travail plus rémunérateur et profiter aussi des avantages du progrès. Le manque de travail les pousse à l'oisiveté avec les vices qui les caractérisent. Enfin, ils devront leur salut pour ne pas finir dans les prisons en s'expatriant vers l'étranger où l'humiliation et l'exploitation la plus orientée les attendent. Mais la société voltaïque leur laisse-t-elle d'autres choix? Telle est de la manière la plus succincte la situation de notre pays après 23 années de néocolonisation. Paradis pour les uns et enfer pour les autres.